Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage. Coucou cinéphile du 237, je suis Elisabeth Cynthia Ngono du film Le Cœur d'Adzaï. Je vous donne rendez-vous sur l'application mobile Vouri TV pour découvrir le meilleur du cinéma camerounais. In Phoenix, the future is now. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre, édition spéciale sur Afrique Inform. Notre invité de ce jour est Jules Domchier, directeur général de la chaîne de télévision panafricaine Vox Africa. Avec lui, nous parlerons de son parcours d'homme de médias, de ses débuts à ce jour. Ensuite, nous questionnerons et essaierons de comprendre la notion de régulation des médias au Cameroun. Quelle attitude doivent avoir ces médias en période électorale? Nous écouterons aussi notre invité sur l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, ainsi que l'analyse des forces en présence. Bienvenue, nous sommes avec notre invité qu'on accueille tout de suite. Bonjour Jules. Bonjour Romaric et bonjour à vos téléspectateurs. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Alors après votre passage à la radio Tiemeni Siantou et à Canal 2 International, où vous avez laissé vos empreintes avec l'émission La Reine, vous arrivez à Vox Africa, je crois en 2009, comme directeur Afrique centrale. Pourquoi quittez-vous Canal 2 et quels étaient vos défis une fois arrivé à Vox Africa? Bon, pourquoi je quitte Canal 2? Je pense que je me suis souvent exprimé à l'époque sur la question. Beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, j'avais pris la décision de partir de Canal 2 avant que l'offre de Vox Africa ne se présente à moi. D'accord. Beaucoup de gens ont pensé que je suis parti de Canal 2 pour Vox Africa, c'est juste une coïncidence. J'avais envie à l'époque, effectivement, de mettre sur pied une boîte de production pour faire du contenu, cette fois-là, parce que je voulais travailler de manière assez autonome, parce que j'avais une vision assez différente sur un certain nombre de projets. Oui. Et chemin faisant, j'ai eu la proposition du projet Vox Africa, qui, pour parler de manière prosaïque, m'est tombé dessus. Oui. Et le projet m'a intéressé et c'est pour cela que j'ai fait cette passerelle. Quels étaient vos défis arrivé à Vox Africa? Le défi numéro 1, c'était de faire connaître cette chaîne qui était naissante. Vox Africa, c'est 2008. Moi, j'y arrive en 2009. Exact. Donc, il y avait déjà un premier défi, celui de l'implantation de la chaîne au niveau de la zone qui était la mienne à l'époque, à savoir la direction Afrique centrale. Et il fallait mettre sur pied les bureaux, il fallait mettre sur pied les studios, créer des contenus justement pour la diffusion à Londres. Donc, voilà le chantier qui était le mien au départ dans ce projet. Alors, vous avez, juste après cela, effectué un recrutement explosif avec de nombreux journalistes d'autres médias qui vous ont rejoint dans cette aventure. Ils sont entre autres Bonnie Philippe, Martin Kamusmim, Paul Mahel, Paulin Bala. C'était déjà quoi le but de leur recrutement? Non, quand je suis arrivé à Vox Africa, j'étais un peu seul, comme vous l'aurez constaté au départ. Oui. Donc j'arrive seul. Il y a une première étape qui est celle de l'implantation. Comme j'ai dit, il fallait mettre sur pied les structures et tout. La deuxième étape, c'est celle du contenu. Et quelle que soit ma bonne volonté, je pouvais pas tout produire seul. Oui. J'avais commencé une émission qui s'intitulait Sans rancune et je savais que le public avait besoin de plus. Et j'avais la chance, étant moi-même journaliste, d'avoir un certain nombre d'amis et confrères qui étaient des véritables vedettes de la scène médiatique au Cameroun. Et je me suis dit, l'un des moyens pour rapidement faire connaître Vox Africa au Cameroun et au-delà, c'est d'avoir du côté de cette chaîne-là les talents de l'heure. Et justement, que ce soit Martin Kamimim ou Paul Mayel ou Paulin Bala ou Bonnie Philippe, c'était vraiment chacun dans leur domaine des véritables valeurs. Donc ce coup-là, pour moi, était une occasion de faire parler de Vox Africa et je savais qu'en venant sur Vox Africa, justement, ils allaient ramener l'audience qu'ils avaient chacun dans leurs médias respectifs. Donc, et je pense que je leur dois beaucoup parce que le succès de Vox Africa dépend également d'eux, de tout ce qu'ils ont pu apporter à ce moment-là et ça, je profite de votre antenne pour leur témoigner une fois de plus ma reconnaissance. Où sont-ils aujourd'hui?
Vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Il y a eu le départ de Paulin Bala, justement, qui est en Europe aussi. aujourd'hui, qui est en Europe. Oui, Paul est parti il n'y a pas très longtemps, comme vous le savez. Nous l'avons reçu ici. Voilà, vous le savez, il a fait le choix de s'engager en politique en soutenant le bâtonnier à Kérémouna. Oui. Donc, Martin aussi est parti un peu avant. Comme vous le savez, il a un projet qu'il avait lancé, qui est aujourd'hui RSI, oui. la radio de sport, qui était un excellent projet qui correspond également à son profil. Bonnier est encore un peu avec nous, donc on continue à travailler. D'ailleurs, vous le verrez dans l'émission que nous faisons sur la présidentielle au Cameroun. On a gardé de bons rapports, oui. tous, parce que je l'ai dit, avant d'être des confrères, c'était des amis. Donc on a gardé vraiment de bons rapports. Je sais que généralement, les gens pensent que les séparations à l'amiable ne sont pas possibles. Non, dans le cas d'espèce, individuellement, je n'ai aucun problème à en parler si vous voulez, mais je peux vous dire dans quelles conditions telle ou telle chose s'est passée avec chacun de ces personnes-là. Alors, et quel bilan faites-vous à ce jour du parcours effectué par votre média, Jules? Êtes-vous satisfait de ce parcours? Non, parce que je suis quelqu'un qui n'est jamais satisfait. C'est peut-être le reproche que me font mes collègues. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. C'était un travail difficile au départ parce que le positionnement d'un média panafricain comme le nôtre n'est pas évident. Très délicat. Il est délicat, mais il n'est pas évident. Mais en même temps, c'est un challenge exaltant parce que faire de l'information pour tout un continent, c'est pas la chose la plus facile. Parce que ce qui est la priorité au Cameroun, pour les téléspectateurs camerounais, ne l'est pas pour le Tchadien, ne l'est pas pour l'Ivoirien. Donc ça va être très difficile justement de fédérer ce public-là. Mais nous avons réussi depuis 10 ans, parce que c'est la 10e année de Vox Africa aujourd'hui, à entrer dans les mœurs. On est aujourd'hui un média qui a une autorité établie, on peut être fier de ça, mais nous avons encore d'énormes lacunes, ça on peut pas le cacher. Justement, et nous essayons aujourd'hui à travers des solutions intégrées de remédier à ce problème-là. Justement, en termes de lacunes, beaucoup de ménages se plaignent par exemple de ne pas recevoir le signal de Vox Africa, particulièrement au Cameroun. Comment y travaillez-vous? C'est un problème camerounais, c'est un problème particulièrement camerounais, parce que comme vous le savez, la distribution des médias, notamment télévisuels au Cameroun, est quelque chose de très compliqué. Vous avez effectivement des câbles opérateurs, vous avez des opérateurs satellitaires dont je ne vais pas citer le nom, mais nous on est présent dans toutes les plateformes. Et je vais dire, on est présent free-to-air, donc tous ceux qui peuvent distribuer Vox Africa ont la latitude de le distribuer, mais maintenant d'un côté à un autre il y a souvent de problèmes parce que les gens qui veulent faire de la distribution n'ont pas toujours l'infrastructure technique nécessaire pour avoir la totalité des chaînes qu'il faudrait, donc parfois opèrent des choix sur la base de leurs équipements qui pour la plupart ne sont plus à la pointe de la technologie, donc ça peut justifier justement que dans certains foyers malheureusement on n'arrive pas à nous capter, mais nous travaillons depuis le début, c'est l'un des grands chantiers. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que les choses se sont beaucoup améliorées par rapport au début, mais bon, c'est un travail permanent en fait, la distribution. Alors, parlons du projet The Voice, The Voice Afrique francophone. Pour la toute première édition, beaucoup de médias ont couru et pensaient pouvoir s'approprier le concept, mais je crois que le choix a été fait sur Vox Africa jusqu'aujourd'hui, c'est le cas. Alors, comment êtes-vous entré en possession d'un concept comme celui-là, qui aujourd'hui a permis à beaucoup d'Africains de s'affirmer sur le plan musical et fait exploser leur talent? Oui, en fait, c'était une négociation. Comme vous le savez, le concept de Voice est détenu par une société Talpa, une société néerlandaise. Et à l'occasion, on avait été les rencontrer, lors notamment du MIP TV à Cannes, et nous avons discuté avec eux de notre volonté de ramener ce concept-là sur le continent africain, parce que nous avions la conviction à ce moment-là qu'un tel format serait important, notamment pour booster la notoriété de notre chaîne, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un pari totalement réussi. Ça n'a pas été facile parce que c'est pratiquement 2 ans de négociation. Ils avaient beaucoup d'appréhension sur l'Afrique, sur comment est-ce que le concept allait être accueilli, est-ce qu'on allait pouvoir respecter les standards, parce que c'est un format quand même assez compliqué à produire. Et nous nous sommes battus effectivement, et je pense qu'on peut être satisfait des 2 saisons qui ont déjà été produites, et je pense que les Africains aussi peuvent être fiers du travail qui a été fait. Alors, une interrogation, est-ce que c'est Vox Africa qui produit, pour
diffusez ou alors Vox Africa diffuse exclusivement? Vox Africa est producteur parce que c'est nous qui finançons entièrement la production, mais techniquement, la production est assurée par une boîte sud-africaine, AMPN, qui produit le show, mais c'est nous les producteurs parce que c'est nous effectivement qui mettons de l'argent, donc ils sont en quelque sorte, ils travaillent pour nous et nous avions besoin de cela aussi pour garantir la qualité et être sûr qu'on respecte les formats du show. Et je crois que quand vous le voyez, c'est un The Voice qui n'a rien à envier aux autres The Voice qui se font à travers le monde. Parlons du choix des jurys qui constituent ce concept qui est diffusé sur Vox Africa et produit par vous également. Le choix, par exemple, de faire partie à un moment Charlotte Dipanda et Asalfo pour faire venir Youssoufa et José a fortement été critiqué sur la toile par certains internautes. Comment avez-vous réussi à prendre ces deux pour remplacer les autres? Est-ce que vous n'allez pas sur la base d'un sondage auprès des téléspectateurs pour qu'ils vous disent qui est-ce qu'on doit mettre à la place de chacun? Non, attends. C'est bien que vous posez cette question parce que ça va permettre de corriger peut-être une fois pour toutes des malentendus. Parce que, vous le savez, il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup d'interprétations sur les réseaux sociaux. C'était pas un choix, c'était une contrainte. C'était pas un choix. Parce qu'on ne peut pas, en milieu de saison, effectivement, décider de faire ce changement-là. C'était vraiment une contrainte. Comme vous avez pu le remarquer, la saison 2 de The Voice a été très tumultueuse. On a dû marquer un arrêt en décembre pour revenir un peu plus tard parce que nous avions des contraintes au niveau de la production. Et ce changement de calendrier dans la production a fait en sorte que malheureusement, la reprise de la production coïncide avec des engagements qu'avaient déjà deux de nos principaux coachs, à savoir Charlotte Dipanda et Asalfo. Et pour Charlotte, ce n'est un secret pour personne. Elle avait son album et elle devait le lancer. Et quand on reprenait le show, elle était ici au Palais des Sports à Yaoundé. C'était une date longtemps calée à l'avance. Donc ce décalage qui a été fait faisait en sorte que Charlotte ne pouvait plus être présente pour le show en live. C'est pour cela effectivement qu'il fallait lui trouver une remplaçante circonstancielle. C'est pas un choix définitif. Il fallait trouver quelqu'un qui pouvait combler. Et pareil pour Asalfo, vous saviez, c'était l'année des 20 ans de Magic System. Ils avaient déjà des engagements sur un chronogramme préétabli. Et lui, pendant qu'on reprenait le show, il était au Maroc pour des concerts qui avaient été calés à l'avance. Donc nous avions un choix à faire. Soit repousser encore le show à très loin, soit les remplacer. Et on a pensé que la meilleure solution, c'était de les remplacer de manière circonstancielle et produire le show. Donc, je pense que ces explications permettent de taire la polémique. Il n'y avait pas une volonté. Justement, le choix des deux, comment le choix des deux autres s'est opéré? Non, il fallait trouver déjà une femme, concernant le cas de José, qui pouvait effectivement correspondre à un certain critère. Il fallait qu'elle soit jeune, qu'elle ait commencé la musique pas très longtemps, parce que il faut savoir que les 4 coachs de The Voice doivent répondre à des critères spécifiques. Si vous observez très bien dans tous les The Voice au monde, les coachs ne sont pas toujours choisis au hasard. Il faut quelqu'un qui a de l'expérience, qui a quelque chose de très fort, de très puissant. Dans le cas d'Espèce chez nous, c'est Lokwa Kanza. Il faut un artiste ou une artiste qui est jeune, c'est-à-dire qui n'a pas 20 ans de carrière, mais qui a un potentiel énorme et tout. Et dans le cas d'Espèce chez nous, c'était Charlotte Dipanda, qui était une jeune artiste totalement assumée, très brillante. Et il faut effectivement avoir quelqu'un qui va dans un style qui peut être urbain, qui peut rassembler un certain nombre de personnes. Et la personne idoine pour nous, c'était Singila qui jouait ce rôle. Et il fallait aussi quelqu'un qui puisse se démarquer par son originalité. Et nous avions la chance, dans ce cas-là, d'avoir Asalfo. Donc le choix se fait aussi en fonction d'un certain nombre de critères. Et moi, je suis assez amusé parce que je sais qu'au départ, même à la première saison, les choix étaient déjà très contesté. Et l'un des coachs qui était le plus contesté au départ, c'était Asalfo. Et ça, vous ne verrez ça qu'en Afrique, parce que j'ai envie de dire, il n'y a que nous, les Africains, qui ne savons pas célébrer nos valeurs. Asalfo et le groupe Magic System, c'est le groupe africain le plus connu aujourd'hui, quasiment à travers le monde, et le monde francophone. Et ils vont au-delà aujourd'hui en Asie. C'est 15 disques d'or, ce n'est que des tubes. Et ça aussi, on le doit à Asalfo, qui est le leader charismatique de ce groupe-là. Aujourd'hui aussi, il se déploie dans la production.
Donc, c'était une chance pour nous, véritable, de l'avoir à Salfo dans le show. Mais il a été critiqué. Ce qui est amusant, c'est qu'à la fin, il était devenu le coach préféré des Africains. Donc, c'est ce paradoxe-là qu'on est obligé de gérer. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire de la gestion avec des émotions. Parce que si vous prenez juste en compte des avis des gens, ça va être difficile à un moment donné de prendre des décisions. D'accord, je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Et à l'intérieur de cette deuxième partie, on parlera des projets qui sont lancés par Vox Africa pour la présidentielle 2018. Aussi la question de la régulation, puisque vous avez fait votre thèse de doctorat dessus. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage. Coucou cinéphile du 237, je suis Elisabeth Cynthia Ngono du film Le Cœur d'Adzaï. Je vous donne rendez-vous sur l'application mobile Vouri TV pour découvrir le meilleur du cinéma camerounais. In Phoenix, the future is now. De retour dans ce studio pour la deuxième partie de cet entretien, toujours avec Jules Domché. Alors, l'élection présidentielle de 2018 est en cours le 7 octobre. Les Camerounais iront aux urnes pour choisir le candidat. Et Vox Africa lance des plateaux spéciaux, des émissions spéciales. On a Étoudi 2018 par Annie Payep. On a Face à la jeunesse. On a un certain nombre de programmes avec Polycarp et Somba aussi qui arrivent. Mais la question qu'on veut se poser, c'est premièrement, pourquoi décidez-vous de lancer 3 émissions en cette période électorale? Et la deuxième question, vous, Jules, qui interviewez les plus grands chefs d'État africains, pourquoi votre visage ne figure pas à l'élection présidentielle du Cameroun, qui est celui de votre pays? La première question, pourquoi ces productions? Parce que nous, on a cette tradition à Vox Africa. On est une chaîne reconnue pour couvrir les élections de manière, j'ai envie de dire, efficiente. Oui. Nous l'avons commencé en 2010. En Côte d'Ivoire, on était vraiment l'une des chaînes les plus fortes. Nous avons poursuivi ce travail dans d'autres pays, au Congo, au Gabon, etc. Donc, c'est vraiment dans notre ADN, les élections, parce qu'on pense que c'est aussi notre rôle. Donc, au Cameroun, nous avons voulu effectivement innover en apportant des formats qui devaient être un peu différents de ce que faisaient les télévisions locales. C'est pour ça que nous avons conçu ce concept de Face à la jeunesse, où le but est de mettre des candidats face à des jeunes Camerounais, des élèves, des étudiants, pour parler de leur vision de la jeunesse et présenter à ces jeunes-là, qui sont en fait les premiers destinataires de leur programme, de ce qu'ils ont prévu de faire pour eux. Donc ça, c'est l'un des éléments. Annie, dans Étoudi 2018, elle essaye effectivement de faire quelque chose de beaucoup plus soft, en interviewant les candidats ou leurs représentants dans un univers totalement décontracté, en essayant effectivement de faire ce qu'elle sait très bien faire, aller sur la toile, voir un peu comment ces candidats se comportent. Et le projet que nous avons lancé avec Polycarp et Somba, c'est un projet beaucoup plus vaste. C'est Parole au candidat, où pendant 2 heures, le candidat a face à lui un certain nombre de journalistes qui vont se succéder. Ce n'est pas seulement Polycarp qui vient, on a effectivement travaillé dans une forme de synergie des médias avec Le Jour, avec effectivement Kalak FM, avec l'agence Ecofin. Donc vous aurez Polycarp et Somba à la présentation, mais vous aurez Idriss Lynch par exemple qui viendra pour l'économie, vous avez Bonnie Philippe qui vient pour le sport, vous avez Yannick Assomon-Ekdem de Le Jour qui vient pour la politique. Donc c'est ce programme-là. L'idée, c'est de donner exclusivement le temps et la parole aux candidats et rien qu'aux candidats pour parler de leur programme. Donc voilà, et nous avons une dernière pépite qui, je sais, va très bien marcher avec Valsero, mon ami candidat, qui est une interview des candidats style Valsero. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez original que les gens vont découvrir. Et maintenant, vous, Jules, on vous voit sur les plus grands plateaux présenter, interviewer les plus grands chefs d'État d'Afrique subsaharienne. Pourquoi, en ce qui concerne le Cameroun, votre visage ne figure pas? C'est quelque chose de pertinent que vous faites comme remarque. J'ai reçu déjà beaucoup cette question quand les gens ont vu les programmes et ne m'ont vu nulle part. C'est un choix personnel que j'assume. Et la raison, elle est très simple. C'est que je pense que pour cette élection au Cameroun, d'une manière ou d'une autre,
mon objectivité va être entachée. Parce que j'ai la chance, ou alors la malchance, on prend ça comme on veut, d'être très proche de certains candidats. Qui sont des gens que je connais dans la vie, que j'ai connu dans mon métier, mais avec qui j'ai gardé d'excellentes relations. Et j'ai pas envie de mentir aux Camerounais, de faire semblant. Si je prends par exemple le cas de Cabral Libby, comme vous le savez, Cabral c'est un ancien collègue à Vox Africa, avec qui j'ai pris du plaisir à travailler. Tout à fait. Et non seulement c'est un collègue, c'est un ami. On a partagé des moments, j'ai envie de dire, particuliers ensemble, des moments douloureux, des moments heureux. Donc cela crée forcément une relation. Maurice Kamto, je le connais depuis des années. C'est quelqu'un pour qui j'ai une énorme admiration parce que j'ai une petite anecdote à ce sujet. Moi, quand je suis étudiant en droit à Soie, il est doyen et il donne cours, mais il n'est pas notre enseignant. Avec mes amis, nous, on préfère sécher nos cours pour aller suivre les cours du professeur Maurice Kamto parce qu'il avait une réputation tellement énorme que nous, on prenait du plaisir. Donc, moi, j'ai de l'admiration et c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé des bons rapports, j'ai gardé des contacts, on se parle. Akeremouna, je le connais aussi, j'ai eu l'occasion d'arriver chez lui, on a eu l'occasion de déjeuner ensemble, et comme il ne vous a pas échappé que Paul, qui est un ami, ancien collègue, et aujourd'hui son porte-parole. Tout à fait. Joshua aussi, c'est un ami, on se parle constamment, donc je me suis dit à un moment donné, comment je fais pour me retrouver face à Cabral et garder mon objectivité parce que c'est quelqu'un, j'admire le courage, je suis fier de ce qu'il est en train de faire et j'ai envie de le voir avancer. Comment je fais pour ne pas, dans mon interview, le favoriser? Comment je fais pour ne pas vouloir le mettre en difficulté? Comment je fais pour garder l'objectivité? Donc je me suis dit, je pouvais invoquer ma clause de conscience et prendre du recul au lieu de faire semblant devant les Camerounais avec des gens pour qui j'ai une forme d'affection. Donc c'est tout ça mélangé qui m'ont amené à prendre la décision de me mettre un peu en retrait. Et l'une des choses aussi les plus importantes, c'est que depuis que je suis arrivé effectivement au Cameroun, j'ai eu effectivement par tout hasard à me retrouver à des moments assez délicats où j'ai assisté à des choses assez fortes concernant cette élection présidentielle. Donc, je me retrouve sans trop le vouloir un peu comme un acteur et tout. Et tout ça fait en sorte que je me dis non, je ne peux pas me mettre dans la posture de journaliste parce que, comme je dis toujours, ce n'est pas de neutralité qu'il s'agit parce que, comme je dis, la neutralité au sens strict du terme n'existe pas. Elle est vraiment difficile parce qu'on reste des humains avant d'être journaliste. On a des avis, on a des opinions. Ce que je réclame, c'est l'équilibre. Et je me suis dit, même dans ce cas-là, je suis pas sûr de garantir l'équilibre. Et c'est ça qui a guidé ma décision. Parce que j'aurais pu effectivement faire abstraction, mais je me suis dit, je vais pas être équilibré. Parce que si, par exemple, je me retrouve face à Franklin Difford, que je ne connais pas et tout, est-ce que j'aurais la même attitude avec lui? Et si je me retrouve face peut-être à quelqu'un comme Ndam Joya, est-ce que j'aurais la même attitude? Parce que je n'ai pas cette proximité. Donc, je me suis dit, même mon équilibre ne serait pas garanti. Et face à ça, j'ai pris effectivement la décision de me mettre en retrait. Et je profite pour remercier Polycap et Somba qui a accepté effectivement de nous rendre ce service-là. D'accord. Alors, parlons un tout petit peu du secteur de la régulation des médias au Cameroun. Jules, votre thèse de doctorat portait sur l'état et la régulation des médias audiovisuels au Cameroun. Et dans l'une de vos récentes interviews, vous avez affirmé que la régulation de l'audiovisuel au Cameroun n'a même pas encore commencé et qu'elle n'est même pas encore à son balbutiement. En clair, cet organe pour vous ne sert à rien. On peut pas dire que cet organe ne sert à rien. C'est peut-être un peu exagéré de le dire. Et justement, après cette sortie à Canal 2, j'ai eu à échanger longuement avec Christophe Biokono, qui est un membre du CNC qui ne partageait pas mes points de vue, mais on s'est expliqué. Et lui-même, il avait reconnu dans le texte qu'il avait fait après mon interview que j'avais pas toujours eu le temps sur le plateau d'aller au bout de mes idées et de bien défendre ce que je pensais. On ne peut pas dire que le CNC ne sert à rien. Ce que j'essaye de décrier, effectivement, que ce soit dans ma thèse ou dans cette interview, c'est le fait qu'on a un organe de régulation qui n'a pas la capacité de faire imposer déjà ses décisions. Donc, il manque cruellement de moyens. Et quand je parle de moyens, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit effectivement de cette capacité de coercition, parce que ça, c'est déjà la première chose d'un organe. Si vous avez un organe qui ne peut pas donner des sanctions qui vont être exécutables, vous avez l'impression effectivement que l'organe manque de puissance, manque de capacité d'influence et d'autorité. Et c'est ça qui me
me pose le plus problème concernant le CNC. C'est vrai qu'il y a d'autres problèmes d'ordre structurel. J'ai parlé de la composition du CNC. C'est des choses qui sont des sujets de débat. Moi, je suis ouvert là-dessus. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Je ne prétends pas, parce que j'ai fait une thèse là-dessus, être celui qui connaît ce qu'il faut faire. Ce que j'essayais de dénoncer, c'est justement aussi un fonctionnement interne au niveau du CNC. Vous avez l'impression que certains ne comprennent pas vraiment ce qu'ils devraient faire. Il y a beaucoup de problèmes au niveau interne qui font en sorte que l'institution se sent affaiblie. Et il y a aussi ce problème de concurrence au niveau de la régulation entre le ministère de la Communication, le ministère de l'Administration territoriale et le CNC. Il me souvient quand même que j'ai vu quelque chose qui était frappant, c'est que le CNC décide de sanctionner un média et le ministre de la Communication se croit dans son droit d'écrire au CNC pour demander de lever la sanction. Alors, on l'a vu dans le cas notamment d'Afrique Média. Donc, c'est autant de problèmes que je dénonce et qui fragilisent cette institution. Mais cela dit, le fait que le CNC soit là permet quand même d'amener de choses parce que ils rendent des décisions, même si ce n'est pas exécuté, il y a déjà quand même une sanction, j'ai envie de dire, qui tombe sur ce média-là, parce que l'opinion, effectivement, comprend qu'il y a un problème. Donc, mais on doit mieux faire, parce que ça, la régulation doit être beaucoup plus efficace et efficiente pour apporter le résultat escompté. Est-ce que finalement, Jules, le problème de la régulation ne vient pas des dirigeants eux-mêmes qui laissent faire un certain nombre de choses? On a certaines décisions du CNC, par exemple, chargées de réguler le secteur, qui sont prises en compte par d'aucuns et totalement battues en brèche par d'autres. Ceci, parfois, sous le regard impuissant de ses membres qui se font, la plupart du temps, insulter sur les plateaux de télévision. Est-ce que finalement, la faute ne vient pas aux dirigeants qui ont pensé le projet CNC? Oui, je l'ai dit aussi, et c'était l'un des points de désaccord aussi que j'avais avec mon ami et confrère Christophe Biobekono, c'est que je pense que le CNC, au départ, n'a pas été créé avec pour véritable ambition de réguler. C'est-à-dire que dans les politiques publiques, il y a une technique qui est très connue. Je n'ai pas envie d'utiliser des termes savants. Ça veut dire que vous faites semblant de faire alors que vous ne faites pas. Ça veut dire que le fait de créer le CNC, on fait semblant de s'intéresser et de vouloir que le secteur des médias soit régulé, alors qu'au fond, c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pour cela que on ne met pas tout ce qu'il faut en marche pour que l'organe puisse fonctionner de manière efficiente. Et si par malheur, vous avez aussi à la tête de ces organes des gens qui peut-être pour une raison ou une autre manquent de poigne ou manquent de conviction, c'est encore plus grave dans ce cas d'espèce. La vérité, c'est que l'État au Cameroun a, dans le secteur de l'audiovisuel, fait des choses assez extraordinaires. Pour vous montrer un peu cette volonté, il faut savoir que le secteur de l'audiovisuel a toujours été considéré comme un secteur très sensible. C'est pour ça que la libéralisation dans ce secteur est complexe. C'est pas l'apanage du Cameroun. Vous le verrez dans tous les pays. C'est pas pour rien que vous voyez que pour créer, par exemple, un journal papier, vous avez besoin d'une simple autorisation, alors que dans le secteur de l'audiovisuel, il vous faut une licence. La procédure est beaucoup plus longue. Et dans le cas d'espèce, au Cameroun, il faut savoir que la tentative de putsch de 84 a contribué effectivement à faire peur, parce que les putschistes de l'époque, sans avoir vraiment assuré leur victoire militaire sur le terrain, se sont empressés à la radio. Parce que celui qui détient la radio à l'époque a le pouvoir, puisque la télé n'est pas encore là, n'est pas encore puissante. Donc, c'est pour cela que dans tous les pays au monde, c'est un secteur qui est extrêmement encadré et qui est prudent. Dans le cas du Cameroun, ce qui peut sembler paradoxal, c'est qu'il y a une loi qui existe sur la libéralisation de l'audiovisuel. Il y a un décret d'application qui a été signé, donc tout le monde connaît ce qu'il faut pour avoir une licence d'exploitation. Mais l'État lui-même est le premier à avoir mis la loi de côté. C'est-à-dire on a décidé à l'époque, pour des raisons assez fallacieuses, je dirais, de donner à la place des licences des autorisations provisoires. Et ça donne la possibilité à l'État d'avoir une marge de manœuvre et de laisser peser sur la tête des médias une forme d'épée de Damoclès. Conséquence, aujourd'hui, il n'y a plus aucun média qui a une licence. Aucun. Parce que Canal 2 et STV qui ont eu des licences en 2007, les licences ont une valeur de 10 ans. Donc ça s'achève en 2017. Il faut renouveler. Ce n'est pas encore le cas. Donc vous voyez qu'on est en train de fonctionner dans une forme de
illégalité ou de semi-illégalité selon l'angle par lequel on prend les choses. Et ça, c'est du fait de l'État, parce que c'est l'État qui impose l'autorité. Conséquence logique, aujourd'hui, vous avez une kyrielle des médias et ça devient difficile aujourd'hui, même au niveau du ministère de la Communication ou du CNC, de savoir exactement combien d'organes de presse existent au Cameroun. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi s'avérer un peu dérangeant. Avant de parler de la régulation, votre point de vue sur la régulation, par exemple, des réseaux sociaux, parlons un tout petit peu de ce volet qui est vécu par les Camerounais aujourd'hui. On est en pleine période électorale. Il y a des émissions qui naissent par-ci, par-là. Il y a des chaînes de télévision qui traitent des émissions spéciales. Vous, en tant que journaliste spécialiste, quel regard jetez-vous sur le traitement de l'information en cette période électorale par les médias camerounais? Bon, j'aime pas beaucoup le vocable de spécialiste. Moi, je me considère pas comme un spécialiste de quelque chose. Non, il y a effectivement des contenus et des formats excellents qu'on prend du plaisir à regarder. Mais je dois confesser, Romaric, que la qualité a beaucoup baissé. Elle a beaucoup baissé pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je pense qu'on n'a pas réussi à créer des véritables entreprises de presse au Cameroun. Quelle a été la conséquence logique? C'est que la presse a perdu la plupart de ses valeurs. Et moi, j'ai toujours du mal, justement, parce que quand je me rappelle de ces noms-là qui faisaient le bonheur de la presse, s'ils ne sont plus là, c'est normal qu'on ressente que la presse est secouée. Quand je parle, il y a quelqu'un que j'aimais énormément avant qu'il ne devienne mon ami, que je lisais dans Mutation, Junior Bignam, excellent journaliste avec une plume hors pair. Je peux vous parler des gens comme Melvin Rakam, à l'époque au Messager, qui n'est pas. Je peux vous citer des gens comme Valentin, Siméon Zinga, qui est aujourd'hui à Orange. Je peux citer Alain Blaise Batongue, qui est aujourd'hui au ZICAM. Je peux citer des gens comme Albert Ledouillon-Dieu, qui est aujourd'hui à Eneo. Tout ça, c'était des valeurs. Et ils sont nombreux. Benjamin Foudaïfa, qui est aujourd'hui à la CONAC, David Atemking, Paul Maël, qui est allé en politique. La presse s'est vidée en quelques années des valeurs. Et c'est normal que la qualité soit dépréciée. Parce que les jeunes qui arrivent, forcément, n'ont pas toujours le même talent que ses prédécesseurs et n'ont pas aussi peut-être eu le temps de travailler longuement. Et ce qui s'est passé, c'est que la multiplication des médias a créé un phénomène extraordinaire. On ne donne plus l'antenne aux gens parce qu'ils le méritent, on le donne juste parce qu'il faut des gens pour parler à la radio ou pour parler à la télé, parce qu'il y en a tellement. Et comme c'est un secteur qui n'est pas réputé être rentable, les gens le fuient et ceux qui viennent, c'est ceux qui visiblement ont besoin à un moment donné de le faire. Mais heureusement, il reste encore ce qu'on peut qualifier des derniers Mohicans qui restent, Aman Mana et un certain nombre qui restent dans la presse. Mais ça, c'est l'un des problèmes qui peut expliquer ce qu'on peut qualifier de la faiblesse de la presse au Cameroun. Parce que c'est pas que la presse privée, il y a également la presse publique. On a des émissions qui naissent. À la CRTV, par exemple, ils ont lancé une émission spéciale pour la présidentielle qui a fortement été contestée par la suite aussi bien par les internautes que les citoyens qui n'utilisent pas le net. Il y a aussi la dernière actualité qui concerne le professeur Maurice Kamto qui a refusé d'aller sur le plateau de Vision 4, par exemple, et qui a estimé que c'est un média qui promeut la division et la haine entre Camerounais. Et tout dans cet environnement, c'est toujours la presse qui est pointée du doigt. Comment comprendre cela, Jules? Non, c'est normal. Concernant la CRTV, je ne trahirais pas un secret si je dis que la CRTV fait souvent preuve d'une partialité criarde. Il y a quand même un problème avec cette émission 100% présidentielle qui, finalement, a dû se réadapter au fil du temps. Et ça, il faut le reconnaître. Ça veut dire qu'ils ont écouté les critiques. Parce qu'effectivement, telle que l'émission était faite, ça ne permettait pas de garantir l'équilibre. Ça, il faut le reconnaître. Malheureusement, encore, certaines personnes à la CRTV pensent que comme ils sont un média du secteur public, je dis bien du secteur public et pas du service public, parce que le service public, tous les médias font du service public. Ils sont du secteur public. Les gens pensent que cela les oblige. Certains pensent que cela les oblige à chanter, entre guillemets, les louanges du régime en place. Mais j'aimerais bien dire que ne vous méprenez pas. Il y a des très bons journalistes à la CRTV qui font bien leur travail en se battant dans cet environnement difficile pour justement faire entendre la voix du journalisme. Je peux parler de quelqu'un que je connais aussi bien, Elvis Mimba, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup justement par son courage et justement par ses prises de position. J'aimais aussi quelqu'un à l'époque qu'on appelait Guy Roger Eba, qui était aussi très bien dans son style et tout. Donc c'est difficile. Moi,
on critique beaucoup la CRTV, mais je sais que c'est un environnement qui n'est pas évident. Quand vous travaillez dans un média de secteur public, l'exécutif généralement estime que c'est son appareil et ce n'est pas évident quand vous êtes à l'intérieur de vous départir, mais il y a qui arrive à se départir. Et pour Vision 4, comment comprendre la déclinaison de l'invitation du professeur Maurice Kamto, qui lui, il estime que c'est un média qui promeut la division et la haine entre Camerounais? Vous faites bien de dire, lui, il estime, le professeur Kamto est libre de choisir le média dans lequel il va aller, c'est une liberté. Il a ses raisons, il les a évoquées lors de sa sortie. Moi, je ne peux qu'en tant qu'observateur prendre acte de cette décision-là. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus outre mesure. Alors, justement, parlons de la régulation des médias au Cameroun. Il y a un phénomène aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui sont carrément incontrôlables. Et ça, ce n'est pas que le fait du Cameroun seul. Comment réguler le secteur des réseaux sociaux au Cameroun, par exemple? C'est une question très compliquée. Je mets au défi qui peut donner une réponse certaine là-dessus. C'est un phénomène, comme vous l'avez si bien remarqué, qui ne concerne pas le Cameroun. C'est, si vous voulez, le contre-coup du développement technologique et de la liberté. On est obligé de vivre avec. Ce qui est frappant, c'est que dans ce domaine-là, la pratique précédera toujours la norme. La technologie va très vite. Et dans nos corpus normatif, dans notre cadre normatif, on n'avait pas prévu ça. Donc, il y a forcément à un moment donné des réformes qu'il va falloir faire, mais jusqu'à quel niveau? Parce qu'il ne faudrait pas profiter effectivement des dérives qu'on constate sur les réseaux sociaux pour revenir à des années qu'on ne voudrait plus voir, où de la censure existe, etc. Et encore que même si on voudrait censurer, ça va être très très compliqué. C'est quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde, il faut qu'on réfléchisse. C'est un vecteur, parce que comme vous le savez, les terroristes utilisent les réseaux sociaux pour leur propagande, donc ça devient compliqué vraiment à réguler. Et dans tous les États au monde, c'est une grande question aujourd'hui et il faudrait aussi que le Cameroun s'y penche de manière sérieuse et non superficielle. Merci infiniment, Jules. C'est ici qu'on va mettre un terme à cet entretien, pour cette émission spéciale. Peut-être un dernier mot pour sortir? Non, merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Je suis très content d'avoir eu l'occasion de vous retrouver, vous, personnellement, en face de moi. C'était un réel plaisir. Ce que j'ai envie de dire, peut-être, pour terminer sur cette affaire des réseaux sociaux par rapport à tout ce qui s'y passe, les discours de tribalisme, le repli identitaire, qu'il faut qu'on évite de tomber dans un piège qui nous est grandement tendu. Je l'avais déjà dit à une époque quand j'étais chez Jean-Bruno Tagny. Moi, je ne minimise pas ce qui s'y passe, mais je ne lui donne pas aussi trop d'importance parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le tribalisme tel qu'exacerbé sur les réseaux sociaux, en fait, est une dimension instrumentale du tribalisme. Moi, je dis, en fait, c'est un tribalisme d'intérêt. En fait, il y a beaucoup de calculs derrière, mais c'est assez dangereux. Et je pense que au jour le jour, on est en train à chaque jour de franchir des lignes qu'on ne devrait pas. Les Camerounais doivent savoir que ce pays est foncièrement nationaliste. Il n'y a pas de tribalisme. Et ce tribalisme qu'on veut mettre comme une façon de faire aujourd'hui émane de la colonisation et a été perpétué par le pouvoir néocolonial. Quand, effectivement, les colons ont eu du mal à se départir des nationalistes, l'idée lumineuse qu'ils ont trouvée à l'époque, c'était de diviser, comme on le sait, pour mieux régner. Et ils ont pensé effectivement qu'en exacerbant le repli identitaire, ça marcherait. Et vous verrez que nos leaders de l'époque avaient développé effectivement un certain nombre de stratégies pour résister à cela, parce que eux, concrètement peut-être à nous aujourd'hui, ils avaient compris. C'est pour ça que vous verrez que des leaders comme Oumniobé, Ernest Ouandié, Félix Moumié, ils avaient fait quelque chose qui pouvait sembler banal, mais ils avaient décidé de faire le choix du métissage. C'est pour ça que Marthe Moumié, qui est une grande combattante, elle était boulou, beaucoup de gens ne le savent pas. Ernest Ouandié, je crois que sa femme venait du Mongo ou du pays Bassa et vice-versa, parce qu'il voulait déjà combattre cela. Ce que j'ai envie de dire, Romaric, c'est très important, c'est que il faut qu'on intègre une chose. Ces catégorisations, on a grandi avec des clichés. On dit telle ethnie est comme ça, telle ethnie est comme ça. C'est tellement faux qu'on devrait quand même s'arrêter pour le savoir. Parce que aujourd'hui, on a beaucoup d'intellectuels qui sont entrés dans la danse. Oui, mais c'est regrettable. Mais j'ai envie de dire, des idiots, vous les trouvez dans toutes les ethnies. Des gens brillants, vous les trouvez dans toutes les ethnies également. Des jouisseurs, vous les trouvez dans toutes les ethnies. Donc, il faut qu'on arrête effectivement de se laisser piéger avec cette affaire des choses. Il y a l'un des combattants de la liberté dans ce pays dont on ne parle pas beaucoup, Castor Osende Afana, qui était
l'un des Fana. premiers intellectuels de l'Afrique subsaharienne, docteur en économie à 36 ans, qui a choisi d'abandonner tout ce qu'il avait pour venir se battre pour la lutte du Cameroun. Tout à fait. Il n'était pas Bassa, il n'était pas... Vous voyez Il très était bien Camerounais. qu'ils étaient Camerounais. Oui. Et c'était ça. Quand vous lisez tout ce que ces nationalistes faisaient à l'époque, ils parlaient de la nation. Et le colon sentait ce danger et il a effectivement injecté le venin du tribalisme. Nous avons récupéré ça. Le pouvoir néocolonial l'a récupéré, l'a exploité pendant longtemps. Et comme ce pouvoir est pratiquement à la fin, c'est normal que la boîte de Pandore soit ouverte, qu'elle ressurgisse et que cela nous mette un peu en péril. Voilà. Merci infiniment, Gilles. Merci à vous. Merci aussi à vous de nous avoir suivis pour cette autre édition spéciale de 7 minutes pour convaincre. On dit merci à toutes les équipes qui ont travaillé autour du concept, l'équipe rédactionnelle conduite par Guy Abé-Fongan, Gilles Noubissi, Reform Mohamedou pour la partie technique. On vous dit merci également. Merci à la maquilleuse, celle qui s'est occupée de nous. Merci aussi à la marque SM sur mesure du docteur Claudel Noubissi qui se charge de mon habillement. Voilà. De notre habillement, nous les présentateurs à African Forum. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. À très vite. Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage. Coucou cinéphile du 237, je suis Elisabeth Cynthia Ngono du film Le Cœur d'Adzaï. Je vous donne rendez-vous sur l'application mobile Vouri TV pour découvrir le meilleur du cinéma camerounais. In Phoenix, the future is now.